c'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Une question sur l'Olympique de Marseille qui fait un très très bon début de championnat, c'est le sondage du soir. L'OM de Sampaoli, pour vous comme ça. Il y a une comparaison entre l'OM de Bielsa et l'OM de Sampaoli. Le sondage du soir, c'est disponible évidemment sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le moment est d'importance, le moment est solennel. Je vous présente le président à vie de l'équipe du soir, il s'appelle le président Roustan. Bonsoir. Bonsoir. Le président Roustan Jagger, avec la veste des Rolling Stones. À un moment, qu'est-ce que tu veux ? Attention. À un moment, il faut mettre Hervé Penaud au pas. Oh, ouais. Regardez, c'est pas facile. Le vide-grenier de Nelson Mandela, c'est Hervé Penaud. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Un coup de... C'est la rentrée des classes pour le retardataire habituel, Rico Blanco de La Plata. Bonsoir. Rico, vous grattez toujours 3 semaines de vacances. Disons que plus tu vieillis, plus tu prends tes aises. Voilà. Très bien. Puis j'ai perdu l'adresse de la maison. Bon. On est ravis évidemment de vous avoir. Rappelons que Messi a changé de camp. Messi est maintenant chez nous en Ligue 1. Ah oui, je pense que vous êtes au courant. Petit sourire. Je me suis abonné. Ah bien. La tigresse de l'équipe du soir est là. Bonsoir Mélisande Gomez. Bonsoir, je ne savais pas qu'il fallait venir déguisé, je suis désolée. Ok, le président appréciera. Ne vous inquiétez pas, président. Enfin, Je connais ma petite un Mélissa. moment solennel puisque Grégory Schneider a une petite dédicace à nous faire. Qu'est-ce qui se passe, Grégory? On a perdu aujourd'hui Richard Kirk, qui était le leader du groupe industriel anglais Cabaret Voltaire. Et c'est une grande perte musicale. Donc bon, la restreinte mais fervente communauté qui aime la musique industrielle mesure la perte de cet homme. C'est un peu triste, mais là on va parler de football et ça va être marrant. Donc voilà. Ok, C'est restreint, ils sont 17. C'est Arrêtez. très bien, hein. Arrêtez, Patrick Juvet, arrêtez, c'est pas parce que Non, vous mais êtes attendez, un moi j'ai chanteur fait les concerts dans des populaire, millions de gens, c'est pas quand même... il faut être condescendant. Kirk. Virginie Saint-Silly, bonsoir. Bonsoir, Mémé. Qu'est-ce qu'on gagne ce soir en regardant l'émission? Eh ben, le multiplex de Ligue 2 était à suivre sur la chaîne L'équipe ce soir, donc je vous propose de gagner le maillot d'Amiens qui a fait match nul face à Pau de partout. Je n'ai pas porté la poisse, je préfère le préciser systématiquement. Pour le gagner, on retweet, on follow le compte Twitter de l'équipe du soir et on choisit son chroniqueur pour le quiz. Ouais, il y aura un quiz à la fin et je ne peux pas encore vous dévoiler le sujet. Messi blessé, pas de Messi donc demain à Metz. L'Argentin a mal au genou gauche, dimanche contre l'Olympique Lyonnais. Mauricio Pochettino l'avait sorti à la grande surprise de l'intéressé. On est à la 76e minute, regardez ces images. Et on se rend mieux compte de la surprise de Lionel Messi sur l'autre angle. C'est une photographie de Stéphane Montet, journaliste de l'équipe. Aujourd'hui donc, conférence de presse de Mauricio Pochettino et première question sur Lionel Messi, posée par un chroniqueur de l'équipe du soir. S'il vous plaît, on y va. Philippe Sansfourche pour RTL. Est-ce que vous pouvez nous confirmer déjà que Lionel Messi est indisponible pour la rencontre demain et nous donner un peu de précision sur son état de santé? Et puis nous préciser aussi, est-ce que c'était la raison finalement de sa sortie lors du match face à Lyon, ou est-ce que c'était lié à un choix de votre part, comme vous l'aviez laissé entendre lors de la conférence de presse d'après-match? Je crois que le club a publié un communiqué sur Léo Messi. La situation est claire. Pour vous expliquer un peu, nous sur le banc, nous voyons tout ce qui se passe sur le terrain. Et là, nous avons vu que Léo avait testé son genou, qu'il essayait de voir comment il réagissait. On l'a vu se toucher le genou après une frappe aussi. Nous étions contents de son match avec une très bonne première mi-temps notamment. Il ne manquait que le but. Mais après 75 minutes, avec les informations que nous avions en interne et ce que nous avons vu, nous avons pris la décision de le remplacer. C'est juste la situation. On l'a vu se toucher le genou. Pochettino a-t-il donc Et il ne jouera pas contre Metz. Non, il ne Là, jouera on n'a pas la réponse. Mais Ah ouais, non, les pas de gens. Messi demain à Metz. J'avais Voilà. commencé cette information par ça. Pochettino a-t-il donc levé toute ambiguïté sur son coaching de dimanche soir? À cette question, vous avez du boulot, président, puisque 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est un super duel. On y va. Pochettino a-t-il levé toute ambiguïté sur son coaching? Ils répondent oui, c'est une doublette infernale, composée de Mélisande Gomez et d'Hervé Penaud. Qui commence chez les Gomez-Penaud? L'intelligence, la beauté,
La culture. D'accord. Moi. non, ça va. Mélisande Gomez, d'accord, très bien. Il est farceur. Hein, Oui, très. hein. Non, Grégory Schneider et Éric Blanc, l'ambiguïté n'est pas totalement levée. J'ai l'impression qu'il est chaud comme une barque à frites. Il faut bien y aller, là. Hein Vas-y, vas-y. Ok. Vous avez une minute à deux, essayez Dans le de... couloir, il m'a dit l'inverse. Non, mais vas-y. Non. Tu es d'entrée, tu me... Non. Ah non. Pochettino a-t-il levé toute ambiguïté sur son coaching? Non. Même la fin de bon argument. C'est pas énorme. Juste Didier, vous avez tout de suite demandé les cartons, pourquoi? Non, c'est juste Non, comme comme ça. Ouais, c'est juste Au cas où. comme ça. D'accord, ok. Manager le plateau ce soir, mon didoune. Mes petits, Pochettino a-t-il levé l'ambiguïté de son coaching? Oui pour Hervé et Mélisande, non pour Grégory et Eric, compte Twitter de l'équipe du soir. Maintenant, c'est le président qui tranche. Moi, il me semble que oui. Et d'ailleurs, il te dit, on avait déjà avant le match un petit peu en interne des éléments par rapport à certaines choses. Le problème de Pochettino, c'est qu'il n'est pas très bon en conférence de presse. Il est tellement sur la défensive que s'il le dit, peut-être pas tout de suite, parce qu'après, il y a des choses un peu confidentielles, si ça va mieux, si ça va pas. Bon, tout ce qui touche Messi, ça prend toujours des proportions. L'ambiguïté, elle est aussi avec la sortie de Messi, où effectivement, il y a cette moue, tu vois, genre... D'ailleurs, il l'a dit, Pochettino, j'ai demandé si ça fait finalement, et l'autre, bon, moi, ça va. Mais je suis d'accord avec Hervé, les joueurs, ça va toujours. Tu vois, ils veulent toujours rester sur la pelouse. Il n'en demeure pas moins vrai que... Après, je rejoins encore l'équipe d'Hervé Mélisande. Chaque fois, on a l'impression, l'entraîneur du PSG, que ce soit Emery, que ce soit hier Tuchel, que ce soit machin, que le mec est un demeuré. C'est-à-dire que le mec, c'est son métier, ça reste quand même un crack, parce qu'il fait partie des 12, c'était un mec qui s'est demandé au Real Madrid, qui a fait des choses avec Tottenham, même à sa seule saison à Southampton, c'était formidable, etc. et tout. Et là, tu te dis, le mec... Il arrive de, je sais pas moi, de la planète Mars, tu vois. Il sait pas qui est Messi, il sait pas ce que ça représente, il sait pas. Il n'est pas argentin non plus. Il n'est pas argentin d'ailleurs. Bah oui, il faut pas y en vouloir puisqu'il n'est pas argentin. Donc il sait pas, il n'est pas de Rosario comme lui. Donc il sait pas. Donc il y a un tas d'éléments. Et là, il dit le petit là, la cuisse de machin. On va le sortir. Qu'est-ce que tu en penses? Et l'adjoint, il est aussi con que lui et tout. Bon. Président. C'est quand il s'est approché du banc, il a dit oh mince, c'est Messi. Ah merde, c'est Messi. Président, on a bien compris le sens de votre jugement. Il y a Eric qui demande une audience auprès du président. Mais elle n'est pas forcément acceptée. Non, mais vous refaites l'histoire 2 jours après. Heureusement qu'il y a 2-1, qu'Mbappé sauve Icardi sauve Pochettino. Il y a un but partout. Mais pourquoi Pochettino saute s'il y a un Non, il ne saute pas. Il le sauve. Parce qu'il l'a fait rentrer. Si Pochettino le fait laisse-moi terminer. On n'a pas dit qu'il était nul, qu'il pouvait. Aujourd'hui, sa conférence de presse n'est pas cohérente par rapport. Il a dit Messi a super bien joué pendant une mi-temps. Il a eu des occasions. Il avait pas mal au genou. Est-ce qu'on peut revoir la conférence? Juste une chose, que Pochettino, n'importe quel entraîneur, prenne ses responsabilités. Il dit je sentais que Messi était peut-être fatigué. Je veux changer. Je mets Icardi, je mets Mbappé à gauche, mais qui me raconte pas. Alors après, si je suis, parce que je te demande l'audience aussi, même si je ne devrais pas. Il doit être clair. Ça va. Non mais ne veux pas tu d'être. Si j'ai bien compris, parce que je t'arrête par rapport au truc, c'est-à-dire que Pochettino s'est planté. Maintenant, il faut une opération, tu vois, sauvetage Pochettino. Et donc, ils se sont tous mis d'accord pour dire le genou, en fait, il pourrait jouer à Metz. Mais on ne le fait pas jouer à Metz. Enfin, tout ça. Alors, moi, je vais te dire une chose. C'est préparé. Oui, moi, je peux. Non, oui, je vais te dire. Je le pense parce qu'il y a City. En Ligue des Champions dans 5 jours. Tu peux pas prendre le risque. Si PSG perd devant City, ils sont à 2 doigts du crash sportif et industriel. Tu l'as bien saisi, ça? Non, pas forcément, parce que tu aurais 0 points et il reste 4 matchs. On va voir. Tu fais 3 victoires et un nul. Mais il faut gagner partout. Non, 3 victoires, un nul. Victoire Leipzig, un nul. Et 2 victoires. Et la victoire contre Bruges. Il faut gagner à City. Non. Bon, peu importe. Donc toi, tu dis, de toute manière, il n'aurait pas joué à Metz. Non. Et finalement, il avait rien. Je te dis, tout s'est bien enchaîné. Moi, tant mieux. Tout s'est bien enchaîné pour Pochettino. Il marque 2-1. S'il y a un but partout ou que Lyon gagne, tu ne me parles pas de la même histoire. Parce qu'un grand joueur comme Ronaldo, les plus grands, Maradona, sur un pied, tu les laisses jusqu'à la dernière minute. Mais tu ne le prends pas sur un pied quand il a 34 ans,
quand il y a la fameuse échéance toi-même que tu dis de City, que c'est un mec finalement qui vient de passer 13 jours en Amérique du Sud et qui n'a pas les trucs de récupération, qui va en passer encore 13 autres d'ici quelques jours. Et s'il le fait, c'est parce qu'il sent qu'il y a un risque. Non, qu'il prenne ses responsabilités. Pourquoi il l'aurait sorti? Mais pourquoi il l'aurait sorti alors? Pourquoi il le sort? Pourquoi il le sort? Parce qu'il pense que Messi peut-être est cramé, fatigué, qu'Icardi va apporter, qu'Hakimi. Ah bah il n'a pas apporté Icardi, c'est vrai qu'il n'a pas apporté. C'est vrai qu'Icardi n'a pas apporté. C'est pas le problème de ça. Attends, au final. Mais non, mais qu'il soit cohérent. Moi j'aime les entraîneurs qui disent j'ai sorti Messi pour telle et telle raison. Mais non, mais il sait très bien que si tu sors Messi, arrête de parler 2 secondes. Si tu sors Messi, mais c'est Pochettino, donc c'est bien ce que je dis. Tout le monde sait, si tu sors Messi, ça prend des proportions terribles, des machins et trucs. Donc c'est un demeuré. Donc assume de dire que Pochettino est un demeuré. Ah ben c'est un demeuré, parce que évidemment c'est aussi du raisonnement. Bien sûr, il doit assumer le fait d'être demeuré. Je vais juste servir un argument pour la partie adverse. On va revenir à la conférence de presse dimanche soir. Mauricio Pochettino, on lui pose la question, pourquoi avez-vous sorti Messi? Écoutez les mots de Mauricio Pochettino. Concernant la réaction de Messi, je lui ai simplement demandé si ça allait. Il m'a dit oui et qu'il n'y avait pas de problème. Tout le monde sait que nous avons de grands joueurs dans l'équipe. Et sur les décisions prises durant le match, on pense au bien de l'équipe et de chacun des joueurs. Parfois, les décisions ont des conséquences positives, parfois non. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Hervé, est-ce que vous avez une explication à ça? Parce qu'il y a une contradiction, il y a une ambiguïté en tout cas. Il y a une contradiction si on écoute les propos comme ça, mais simplement peut-être qu'il ne veut pas dévoiler, effectivement il sait qu'il y a une petite blessure, mais surtout on ne te touche pas à l'icône Messi, on ne parle pas d'une éventuelle blessure qui aurait pu peut-être choquer Messi après, on attend, on voit, on fait le point, on fait les examens et la blessure est en première mi-temps. Non mais écoutez, Greg. Non, je vais laisser... Mais non, mais Greg, on a 30 secondes. C'est le genou, c'est la cuisse déjà. Le genou, c'est la cuisse, parce que dimanche, il dit l'un, là, il dit l'autre. Là, vous avez remarqué ça? Non, dimanche, il dit rien. Non, mais si, il le sort, je le vois. Oui, c'était la cuisse, ou en tout cas, ils le font passer. Donc, ou c'est la cuisse ou c'est le genou. Donc, rien que ça. Après, je pense qu'effectivement, il y a un argument, tu peux... Le gérer contre Metz, parce que ça fait quand même 3 matchs en une semaine. Enfin, en tout cas, tu ne peux pas tout à fait éliminer cette possibilité que contre Metz, ce ne soit pas lié à blessure, mais que ce soit du management, je trouve. Tu l'amènes contre Metz. Peut-être tu lui feras jouer une mi-temps ou quelque chose comme ça. Il faut aussi qu'il joue. C'est un déplacement. C'est un déplacement. Ah bah oui, bien sûr, tu vois pas un déplacement, Greg. Tu vas pas l'envoyer 4 matchs de suite, en tout cas. Les automatismes, tout le reste, c'est quand même important, la manière dont... Mélisande Gomez, Hervé Penaud, vous gagnez le premier Superdol de la soirée. Voilà. On va marquer une petite donc je marque un point. Et donc vous marquez un point, président. Voilà. C'est sympa de le souligner pour Mathieu qui fait les comptes en régie. Et après Messi blessé, on va faire une comparaison sur Sampaoli égale Bielsa. Nous donnerons la main à une spécialiste de l'Olympique de Marseille ce soir sur ce plateau, c'est Mélisande Gomez. A tout de suite. Je vais vous faire une petite confidence, on a continué à parler du coaching de Pochettino. Voilà. Fin des débats. On est ensemble jusqu'à minuit ce soir en compagnie du reporter de la classe de l'équipe du soir, c'est Eric, mais qui a fait une bonne entrée en matière. Hein. Ah oui. Voilà. Hervé Penaud, Greg Snetter, Didier et Mélisande Gomez. Je rappelle Didier que s'il y a un chroniqueur qui vous gêne un peu aux entournures, c'est comme ça, c'est la vie, c'est injuste, mais ce n'est pas une démocratie. Vous pouvez appliquer évidemment le carton rouge direct. Président à vie, c'est pas Sampaoli égale Bielsa. Aujourd'hui en conférence de presse, donc du côté de l'Olympique de Marseille, on a fait des comparaisons entre l'OM de Sampaoli et l'OM de Marcelo Bielsa. Alors l'OM de Sampaoli est dauphin de Paris, a donc bien débuté son championnat. Sous Bielsa, l'OM marchait également au super jusqu'à la trêve avant de s'écrouler un peu physiquement. Alors, question à Sampaoli, que pensez-vous de cette comparaison? Et redettez-vous un petit coup de pompe de votre équipe au moment de la saison? Et on va tout de suite aller en conférence de presse. C'est filmé et mis en image par le Chex, Nicolas Chebriand. La comparaison est pour moi exagérée. L'OM de Bielsa avait fait une très grande première partie de saison. On espère bien sûr faire de même et ne pas baisser de pied en seconde partie. Cela dépendra de l'évolution de l'équipe. S'il n'y a pas d'évolution, ce sera beaucoup plus difficile. Il faudra aussi voir comment cette équipe gérera les crises. On verra alors ce qu'elle a dans le ventre.
C'est une comparaison avec Bielsa exagérée, nous dit Georges Sampaoli. Elle n'est pas d'accord avec Georges Sampaoli, c'est Mélisande Gomez, et on lui a donné 1 minute pour vous convaincre et convaincre l'ensemble du plateau. Vous voyez peut-être des similitudes, une cousinerie peut-être. Je vous laisse la main. Non mais bien sûr que Sampaoli, qui admire beaucoup Bielsa, il ouvre le parapluie parce qu'il ne veut pas trop qu'on les compare, mais évidemment qu'on a envie de les comparer et qu'il y a des similitudes, au-delà du fait qu'ils soient argentins et qu'ils ont l'un comme l'autre réveillé les tribunes du Vélodrome. C'est comparable dans cette inquiétude qu'on peut avoir sur l'effondrement physique en deuxième partie de saison, ce qui était un peu le sens de la question sur cette comparaison. Parce que c'est un football, alors ils ont des footballs différents sur certains détails, mais leur point commun, c'est qu'ils réclament énormément d'intensité, énormément d'efforts. C'est un football de course et de course à haute intensité. Bielsa voulait beaucoup de monde au-delà du ballon, donc prendre des risques. Sampaoli en prend un petit peu moins, il accepte moins le 1 contre 1 à la perte, mais il veut beaucoup de monde autour du ballon, dans le pressing et à la récupération. Il faut des solutions, il faut courir très vite. Si vous regardez les buts de l'OM, c'est des buts où ils vont à 100 à l'heure. Et évidemment, avec un effectif où il y a certains postes un peu déséquilibrés, on se pose la question de savoir si ça va durer, comme ça l'avait fait pour Marcelo Bielsa. Et ben voilà, cette minute pour convaincre a été récurée, vraiment, 1 minute, paf, pile poil, par Mélisande Gomez. Vous êtes-elle convaincue, Mélisande Gomez, chers téléspectateurs? Et on va faire un petit habillage, mais à la Marseillaise. Et Greg Schneider, convaincu ou pas par Mélisande? Eh ben, dans l'ensemble, oui. Oui, dans l'ensemble, oui. Il y a des nuances, mais j'aurais dit non d'avant, mais elle m'a convaincu. Eh ben voilà. Hervé? Exactement pareil. Moi, je n'étais pas parti sur Louis, mais j'ai trouvé la démonstration très intéressante. Eh ben, vous ouvrez le débat, Didier, parce que... Non, alors, là où je suis Mélisande, c'est sûr que ce sont deux entraîneurs. Il y a des similitudes, la recherche du déséquilibre, la haute intensité, tout ça. Demander beaucoup aux joueurs, physiquement, etc. Là-dessus, je suis d'accord. C'est une comparaison, c'est pas un décalque, hein. C'est pas. Non. Après, c'est et je rejoins aussi Sampaoli, c'est qu'il est idolâtre Bielsa. Ça va jusqu'à lui. Il a été blessé assez tôt parce qu'il était lui aussi il est de Rosario. Il a été blessé alors qu'il était senior, mais il jouait pas en pro. Et dans ses rééducations, des machins là. Il écoutait, en faisant ses footings, les conférences de Bielsa et des trucs pour en être là, si tu veux, et effectivement. Après, Bielsa, là où c'est différent et où peut-être à l'OM a peut-être une chance supplémentaire, surtout quand Milik reviendra, parce que là, je te dirais, il n'y a pas Gignac, qui était quand même quelqu'un d'important, mais Milik peut devenir, dans un autre style, le Gignac, tu vois, le gars quand même qui les met au fond, etc. C'est qu'il a un effectif qui est très riche. Or, Bielsa, lui, il a le problème par rapport au physique, c'est qu'il a tenu sur 13-14 joueurs, il n'avait pas de profondeur de banc, c'était toujours, tu vois par exemple, Payet, il a un petit souci là il préférait jouer toujours avec les mêmes aussi, Marcelo Bielsa. D'une manière générale, il a cette caractéristique. Il est beaucoup moins souple, Bielsa, aussi dans son foot. Sans doute. Dans ses schémas, dans son... psychorigide, Sampaoli, on sent qu'il s'adapte davantage. Donc, à partir du moment où tu as 13-14 joueurs, qu'il y en a qui partent à la CAN, les Ayou, les Romao, les Nkoulou qui revient en plus blessé, si tu veux, et tu n'as pas d'équivalent. Et tu rajoutes à ça, on verra avec, comment ça s'appelle, Sampaoli, mais si tu mets les fautes d'arbitrage en défaveur de l'OM sous Bielsa, à certains moments clés, bah ça joue aussi. Non, parce que là, on a une Coupe d'Europe, là, hein. Là, par rapport à Bielsa 2014-2015, alors le problème, c'est qu'effectivement, joue la Coupe d'Europe. Là, il va avoir la Coupe d'Europe. Mais je les sens mieux armés, enfin, au moins pour faire tourner. Nos deux confrères. Alors, vous partiez sur un pas d'accord. Enfin, vous étiez d'accord avec Sampaoli. Il trouvait que la comparaison était... C'était quoi vos arguments? Ça revient effectivement, le résultat, tu sens qu'il cherche quelque chose à être, par exemple, jamais en réaction, mais en action. Tu sens, il y a quelque chose comme ça. Mais il utilise des chemins très différents, Sampaoli. Je trouve qu'en fait, déjà, c'est pas une équipe de Ligue 1. Les mecs n'ont pas de CV de Ligue 1, il a refait toute l'équipe. Il a fait sauter la moitié des joueurs de Ligue 1 qui étaient là, qui avaient un petit CV. Kaleta Tsar, au revoir. Amavi, au revoir. Même Mandanda, il y a droit. Il a fait rentrer Angers. Ce que je veux dire, c'est qu'il arrive quand même avec... J'ai l'impression que c'est comme si on avait importé
une équipe espagnole ou quelque chose. On lui a mis à disposition quelque chose. On lui a déjà Djedje, Imboula, qui était Imboula, qui n'était pas un pied devant l'autre. Mendy, qui n'est pas encore le Mendy. Bielsa avait fait avec des joueurs de Ligue 1. Bielsa avait fait avec Fanny, Bielsa avait fait avec... Non, mais il a aussi quand même, il y a Payet, il y a Rongier, il y a Gueye, il y a Camara. Greg, je ne peux pas vous couper, Greg. Quand vous parlez de cette équipe de l'OM de Bielsa, moi, quand je voyais cette équipe-là, dans les temps forts, la première partie, je ne la voyais pas non plus comme une équipe qui jouait un football de Ligue 1. Oui, mais c'était des joueurs de Ligue 1. C'est-à-dire que c'était aujourd'hui, on me raconte ce qu'on veut, c'est ou Rongier ou Gueye, mais sinon, Guendouzi, non, les 3 de devant, non, si Payet, il a survécu, les 3 de derrière, non, les 2 latéraux, non, et même Mandanda saute. Donc il a quand même, je trouve qu'ils n'y arrivent pas par le même... Hervé, c'était quoi vos critères pour être d'accord avec Sampaoli? Bon, vous avez été retourné, vous avez été convaincu par Mélisande, oui, c'était quoi les petits trucs? Mais moi, c'était par rapport justement au programme qui est promis aux Marseillais, la Coupe d'Europe. Ouais. Ça va changer radicalement. Et effectivement, au bout d'un moment, j'ai peur que ça s'essouffle un peu plus vite même qu'avec Bielsa, parce que c'est lié au nombre de matchs qu'il va avoir. Et l'effectif est dense, mais pas dense au point de pouvoir aligner des matchs tous les 3-4 jours de cette manière-là. Et j'ai peur qu'une Ligue Europa le jeudi avec des matchs le dimanche... Qui se valent. Tu vois, là, le dernier match... C'est Rongier. C'est pour ça que moi je me dis que c'est peut-être un peu exagéré. Parce que c'est vrai. Mais le tableau qui est dépeint, c'est-à-dire en gros deux types qui se ressemblent plus ou moins. En plus, le loco, c'est pas le même, parce que le vrai loco, c'est celui qui est aujourd'hui sur le banc de Marseille, parce que là, on a un vrai fou furieux, alors que l'autre, il est le petit loco, disons. Donc, mais tu es fou. Bielsa, il est 1000 fois plus fou. C'est pas parce que l'autre est archi expressif. L'autre est plus impétueux. Bielsa est beaucoup plus fou. Moins social. Oui, mais il est assez cadré, Bielsa. Il est assez cadré, aussi bien dans son jeu ce qu'il veut. Il sait exactement ce qu'il veut. On se rend compte que Sampaoli, il a un petit peu, alors quand je parle de folie, il a un petit peu cette folie du jeu et là aussi où il est folie du banc. C'est vis-à-vis des arbitres et vis-à-vis du reste. Bielsa est le seul entraîneur au monde qui ne va jamais chercher d'excuses. Donc c'est un petit peu différent. Donc lui, quand les arbitres vont l'avoir dans le nez, ils l'ont déjà, je crois, non, parce que chaque fois, il a un carton jaune. Mais à un moment, ils vont se donner le mot, il faut qu'il fasse attention. Didier, il a déjà 4 cartons jaunes. Éric Blanc. Non, mais la comparaison, j'avais des arguments, Mélisande, c'est sûr, m'a convaincu. Ils ont une vision du jeu, une exigence de déplacement, de course, de répétition, d'intensité à l'entraînement. Pas de cadeau, t'es pas content, tu dégages. De mémoire, Bielsa, il y avait un malaise avec sa direction, ça a explosé à la fin. Il avait les joueurs. Il avait les joueurs qu'il avait. L'autre, il a fait son équipe. Même s'il a touché quand même des bons joueurs. Ils sont jeunes, ils écoutent, ils veulent tous prouver. Donc, je trouve que c'est plus facile. Après, attention, Sampaoli, je suis d'accord, l'intensité. En 2018, il entraîne l'Argentine. Il y avait de l'équilibre. Hein. Il y avait une équipe de rats morts. Donc, il faut faire attention que les fameux entraîneurs... Non, mais les fameux entraîneurs, j'ai vu Sampaoli complètement au bord du terrain. Oui, mais tu as vu cette équipe d'Argentine telle qu'il était, c'était pas pour lui. D'accord, mais ce que je veux te dire, comme il a fait avec le Chili, c'est pour mesurer. C'était quand même pas mal, mais c'était chaque fois dans les pieds de Bielsa. Non, mais c'est juste pour mesurer que de temps en temps, tu peux être bon dans un certain contexte et dans un autre, tu peux perdre de pied comme il l'a. On peut comparer juste avec ce qu'il a fait avec Séville quand il a fait une année à Séville, où je crois que sur les 15 dernières journées de Liga, il doit gagner que 4 matchs. J'ai un truc juste. Alors qu'il avait fait une super première partie de saison. Adil Rami, justement, qui a joué cette saison-là avec sous Sampaoli à Séville. Là, ils vont devoir être forts. C'est Marseille, hein, c'est physiquement. Ça ne va pas être facile pour eux de tenir cette cadence. C'est beaucoup d'efforts, de travail, de cardio. C'est un beau début de saison, mais je pense que ça va se compliquer en deuxième partie de saison. L'intransigeance de Marcelo Bielsa avait lassé le vestiaire. Est-ce qu'avec Sampaoli, est-ce qu'il y a également ce risque, Mélisande ? Il est différent dans la gestion au quotidien. Il est plus souple. On voit qu'il est capable de changer ses équipes, de changer de joueurs. Hein. On a vu comment à chaque fois qu'il fait du turnover, on a l'impression que c'est pas un problème. Ça, c'est une vraie qualité d'entraîneur. Hein. C'est-à-dire qu'il est capable quand même d'insuffler à son équipe et à ses joueurs, peu importe qui joue, des principes de jeu qui sont partagés par tous. Et s'il en enlève un, qu'il en met un autre, ça se voit pas. Jusqu'à maintenant. Ce qui est sûr après, c'est que c'est fatigant. Et tant que les résultats seront là, ça tiendra. Parce que c'est beaucoup du mental, hein, les équilibres de vestiaire, les joueurs, même individuellement. Tant que ça gagne, ils suivront. Si ça commence à se gripper, c'est là qu'il le dit aussi, on va voir ce que mon équipe a dans le ventre, parce que c'est quand ça va être plus dur, est-ce qu'ils continueront à faire ces efforts-là, sachant que c'est compliqué quand tu fatigues, et c'est la tête qui va décider de tout le reste. Donc, bien sûr. Si ça gagne longtemps et qu'après il y a la fin de saison qui se profile, ils tiendront. Si ça coince pendant l'hiver... Il a quand même une chance inouïe, ce qui explique Eric, c'est que Pablo Longoria est à son service.
Et il a un réseau qui fait que je suis sûr qu'au mercato d'hiver, je ne sais pas comment ils sortent l'argent, comment ils truquent, parce qu'on les disait en crise financière, là, il va t'en ramener 4-5. Il paraît qu'il a remis au pot. Il trouvait que ce n'était pas suffisant d'en avoir amené, je ne sais pas, 10, 12 ou quelque chose comme ça. Alors que Bielsa, avec la direction... ils en avaient peur, tu vois, et ils ne voulaient pas lui faire de cadeaux. Hervé qui dit... Il lui savonnait même la planche, tu vois. Donc... Il paraît que Macourt a remis un petit peu au pot. C'est ce qu'il se dit, ouais. En attendant, ils ont été coincés, on l'a vu à la fin du mercato avec la DNCG, parce qu'ils ne pouvaient pas valider le contrat d'Harit. Longoria aurait voulu faire venir 2 autres joueurs. Il y avait 2 joueurs, un sous le coude pour satisfaire les exigences de Sampaoli, qui voulait un avant-centre en plus et un latéral gauche. Et ça a été bloqué puisque personne n'est parti, ni Camara, ni surtout ils espéraient Caleta-Car. Donc ils sont quand même pas hyper larges en matière de... vous non plus, hein, mais ça passe. Hein. Ça passe. 51-49. Hein. Oups là. Lens-Lille, les sanctions au lendemain des sanctions provisoires. La commission de discipline qui a infligé 2 matchs à huis clos à Lens et l'interdiction de déplacement pour les supporters lillois. L'entrée en scène de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, si elle se félicite ou elle félicite la Ligue pour sa promptitude, sa diligence à punir, à sortir des sanctions, Roxana Maracineanu voit plus loin. On va regarder et on va l'écouter. On l'a vu avec la réaction du club de Lens, on va aller vers des sanctions plus individuelles. Dans le stade de Lens, il y a l'attirail pour repérer individuellement les personnes qui ont agi. Cette question se pose toujours entre sanctions individuelles et collectives. Il ne faut pas punir tout un stade ou un groupe de supporters parce qu'il y a des débordements qui concernent quelques personnes. Punir les clubs pour des actes individuels, ce n'est pas la solution. Roxana Maracineanu a-t-elle 100% raison? Habillage à la Ligue, et on y retourne. Mélisande, elle a 100% raison ou pas? Non. Non? Grégory Schneider? Non. Non? Et Hervé? Contrairement à lui, je dirais non aussi. Non aussi? Oui. D'accord. De même? Loin d'être à 100%. Pour un certain pourcentage, oui, mais sinon, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, quoi. Et à un moment, il y a quelque chose aussi. Alors, si elle veut des sanctions individuelles, à quel moment tu sanctionnes les dirigeants? Tu sanctionnes que ceux qui rentrent. À quel moment tu sanctionnes les dirigeants? À quel moment tu sanctionnes Jean-Pierre River? Et à quel moment, même si je sais que la sortie des Lensois est due à la réaction de pseudo-supporters lillois qui étaient en train de massacrer ou d'envoyer des sièges, etc., je veux bien, mais au niveau de l'organisation, il faut qu'au niveau de la Ligue, il donne des éléments. Comment tu peux séparer des supporters lillois où il y a des extrémistes, où il y a des nazis, si j'ai bien compris. Oui. Ah ben oui, c'est quand même pas rien. D'un petit... Tu vois on les voit les images, là, regardez, là. Il y a 10 rangées à peu près, oui. Une petite dizaine de rangées. Voilà, une petite dizaine de rangées, première chose. 2, si j'ai bien compris, les CRS là-dedans, parce que les stadiers, c'est pas fort, tu vois, ils sont là pour, tu vois, c'est les amis du club, c'est ceci, bon, je veux bien, mais enfin, à un moment, les CRS, ils interviennent quand? 4 interpellations, j'ai compté. Là, on l'a vu, là, on a vu... Troisième chose, le club lillois, parce que là, il y a aussi les dirigeants lillois, à un moment, c'est eux quand même qui doivent donner les places à des supporters de leur club. Enfin, j'imagine qu'il doit y avoir un contrôle. Et si tu le donnes à des extrémistes et des nazis, comment on fait? Donc, je ne sais pas, mais à un moment, les dirigeants, leur part de responsabilité, elle me paraît à des degrés divers, dans les 2 affaires, relativement élevés. C'est-à-dire qu'en amont, si tu veux, tu fais tout pour que... Il faut faire une prière, quoi. Didier, on écoute Grégory. Vous avez dit non. Pourtant, parce que ça force tout simplement le fait que les dirigeants partagent les sanctions. Ça force tout simplement les clubs à prendre langue avec les groupes de supporters. Ça les force à se voir 3 fois par semaine. Ça force à faire des réunions avec le préfet et les supporters. Et ça c'est fondamental. Alors après, que vous mettiez la cartouche en commission et tout, c'est autre chose. Mais d'entrée de jeu, de délivrer le club de cette responsabilité-là. En plus, il est chez lui, hein. Je veux dire, le club, il est chez lui, donc il est quand même comptable de... Après, tu peux très bien comprendre en disant, oui, mais s'il passe un fumigène, c'est difficile. D'accord, mais le principe doit quand même être de mettre tout le monde dans le même bateau, parce que tout simplement, ils vont se parler, ils vont échanger, ils vont voilà. Même déjà. Ils se parlent. Oui, mais non, parce que du jour, ils se parlent pourquoi? Parce que, je vais vous dire pourquoi ils se parlent. Parce que les dirigeants savent que les supporters ont un pouvoir de nuisance. C'est-à-dire que les supporters foutent le bordel, le stade... Hervé, ce que je viens de dire... Attends, je vais faire... Ce que je viens de dire, c'est que le jour où on dit ça ne sont plus que des sanctions individuelles, les dirigeants peuvent se dire, rideau. Elle n'est pas d'accord avec ça. Mais non, parce que tu dis, ils ont un pouvoir de nuisance. Le pouvoir, enfin, on n'est pas là pour faire de la philosophie, mais le pouvoir, c'est l'autre qui lui donne. Le pouvoir, il est là, c'est celui qu'on te donne, le pouvoir. Non. Mais bien sûr que si.
Si on leur donne ce pouvoir de nuisance-là, si on leur accorde ce pouvoir de nuisance-là, au nom d'un folklore, au nom d'une importance culturelle, on est le seul pays européen. Moi, quand tu parles avec... C'est André Villas-Boas qui m'a envoyé après l'histoire de Nice-OM, mais ils sont tous hallucinés à l'étranger, en Italie, en Angleterre. On a un problème avec les supporters, le pouvoir de nuisance. Si tu leur dis, bah voilà, vous avez balancé des fumigènes, on va fermer votre tribune durant la saison, il n'y a plus de pouvoir de nuisance. Parce qu'il y a plein de gens qui veulent aller au stade, qui aiment leur club et qui diront, bah voilà, les 10 qui foutent le bordel, on n'en veut plus. Il faut que tout le monde participe. Non mais voilà, moi ce qu'on me raconte à Bastia ou ce qu'on me raconte à Ajaccio, parce que c'est comme là-dessus que j'avais travaillé, c'est que si tu t'en prends à des supporters, si tu dis j'interdis lui et lui et lui, le coup d'après ils arrivent en fourraillé, d'accord ? Ça, c'est des présidents qui m'ont raconté ça. Donc, les supporters peuvent toujours foutre le bordel d'une manière ou d'une autre. C'est illusoire. Non, mais tu peux pas. T'es en train d'expliquer que si t'interdis le mec qui vient au foyer, il va faire quoi ? Mais c'est pas moi qui l'explique. Enfin, je viens quand même de te dire, les mecs de Nice, tu vas en interdire 20, et ben il y a le cousin ou le machin devant Chériver, armés, puis ils vont l'attendre. Mais ou pas armés, mais ils peuvent te foutre à bord. J'espère quand même. Mais attends, si, déjà, il y a des clubs où ça peut arriver. Ce que je veux dire, c'est que tu peux toujours. Il a raison quand même, parce que ces gens-là, ils savent où tu habites, ils savent où vont tes gosses à l'école. Donc en France, il n'y a pas de police, il n'y a rien. C'est-à-dire ça ne t'a pas échappé quand même qu'en France, il y a eu combien de supporters, il y a eu combien de présidents? Il y a des choses quand même, il y a quand même des choses qui se passent. Personne, enfin heureusement d'ailleurs. Ils ont une forme de pouvoir de nuisance, oui, quand même. Mais alors au PSG, quand Le Prou il a fait son fameux plan, là c'était compliqué. C'était compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça a été une décision politique. Et je pense que si les dirigeants ne sont pas aidés politiquement et qu'il n'y a pas, si tu veux, un choix politique de nettoyer les tribunes par rapport à certaines personnes et tout, ils ne peuvent pas s'en sortir. Y a raison, ça en fait partie aussi. S'il y a des nazis qui vont régulièrement, je veux dire, supporter Lille, des gars que tout le monde connaît, qui ont pignon sur rue, qui ont machin, comment tu fais? Eh bien justement, Laurent Nicolin intervient. Laurent Nicolin, président de Montpellier, mais également représentant des présidents français. On essaie de mettre des sanctions, il parle de lui en tant que président. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu démunis. Il faut que les pouvoirs publics nous aident davantage. Ce qui n'est absolument pas le cas. On n'a pas le droit, en tant que dirigeant ou stadier, de prendre quelqu'un en tribune et de le sortir. On peut enlever l'abonnement. Mais s'il veut revenir, il prend une place lambda. Il n'y a que l'État et la police. Voilà. Pardonnez-moi, mais excusez-moi, on a ce discours-là, et si on a cette petite discussion-là, c'est dû à Roxana Maracineanu. Et c'est là où elle a raison. En Angleterre. Mais elle a raison. En Angleterre. Sur quand elle dit qu'il faut régler le problème. Mais quand elle dit qu'il faut aussi des sanctions individuelles. Excusez-moi, Roxana Maracineanu, j'ai l'impression que c'est l'ophtalmo qui voit un myope qui dit il faut vraiment que vous ayez besoin d'avoir un ophtalmo. Ah non, mais tu peux dire. D'accord, je suis d'accord. Tu peux dire le constat. Non, d'accord. Le constat est exact. Mettons à eux de travailler. Effectivement, c'est trop facile après de faire rejeter la faute sur les autres. Juste une petite chose, c'est qu'on a eu des débats ici plus d'une fois sur la fameuse histoire des interdictions de préfets sur les déplacements de supporters. Moi, j'ai souvent été pour, j'ai dit mais ils ont raison parce que si c'est pas possible de gérer, eh ben qu'ils partent pas, qu'ils ne se déplacent pas. Mais ça va se terminer comme ça. Ça va être la solution. Et après il y aura quand même des gens violents dire mais c'est pas normal, c'est pas ci, c'est pas ça. Plus jamais il y aura de supporters adverses, au moins sur certains matchs. Pour eux c'est tranquille. Mais regarde en Angleterre, ce qu'ils ont réussi. En Angleterre, je reviens, ils ont réglé le problème du hooliganisme au moins pour la première ligue, parce que dans la division inférieure c'était un petit peu complexe encore, ça a été un choix politique. À partir du moment, je crois que c'était Thatcher sous l'époque, elle a dit bon, bim, bim, bim. C'est sûr qu'il faut une volonté politique. Vite expédié. Il faut une volonté politique. Ils peuvent pas être seuls. Une volonté politique. Justement, la loi, oui, il y a le qu'est-ce qu'elle nous dit? Mais est-ce qu'on doit attendre une sorte de Hesel chez nous, toute proportion gardée et tout? Didier, on est dans un état de droit. Que dit la loi? La loi, depuis le 10 mai 2016, c'est la loi Larrivée. Alors, je l'ai, elle offre aux clubs de football professionnel la possibilité de refuser ou d'annuler la vente de billets ou l'accès aux manifestations sportives à certains spectateurs et de récolter des données personnelles relatives à ces derniers dans un fichier automatisé. Là, je ne vois pas des présidents qui activent ça, qui enlèvent les abonnements, qui, sous contrôle d'une carte d'identité. De plus, le texte, la loi Larrivée, qui passe du 10 mai 2016, le texte renforce les mesures de prévention des comportements violents en allongeant la durée de l'interdiction administrative de stade de 12 à 24 mois et pour les récidivistes de 24 mois à 36 mois. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'à Lyon, ils ont interdit les supporters quand même. Parce qu'ils travaillent beaucoup aussi avec leur groupe de supporters. Non, mais là mais il y a des supporters, simplement, ils ne l'annoncent pas parce que... Non, pardon, mais que Laurent Nicolin dise qu'on est démunis, peut-être, mais il y a quand même aujourd'hui une loi qui pourrait quand même... Éric, je ne vous ai pas fait parler, pardonnez-moi Éric. Non, parce que
Ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ah oui, et on va généraliser. chaque saison. 20 ans, toujours les mêmes problèmes dans le monde du foot. Dans le monde du rugby, tu n'en as pas. Ok, c'est pas les mêmes catégories sociales. Le foot, c'est peut-être plus passionnel et encore que, avec des différences. Mais à un moment donné, il faut avoir la main lourde. Moi, je vous entends. J'ai entendu, même ici, au téléphone. Il faut parler, le dialogue. Il y est depuis 20 ans. Il y a toujours les mêmes problèmes. Il y a des extrémistes. Comme je dis, dans le football, il n'y a pas que des cons, mais tous les cons y sont. Le taux de testostérone est élevé dans les tribunes et le pourcentage de la connerie est immense. Donc, à un moment donné, moi, je suis désolé, la prévention, c'est une chose, je vous entends. Casque bleu, on va parler, touche pas à mon pote. On ne parle pas que de ça. Hein. Le bâton. Non, je parle du monde du football. Mais après, les mecs, ça coquine. Les présidents, les coups de téléphone, ils ne sont pas courageux, ils racontent. Mais à un moment donné, arrêtez. Le football doit se regarder. Moi, je te dis... C'est pour ça que je te dis que le football, dans les années 60, moi, j'avais 65-70. Ils portaient autant de belles valeurs. À la fin des matchs, les mecs buvaient des coups et tout. En l'espace de 20-30 ans, l'argent roi, on laisse aller. Tiens, je te prends un autre... La société aussi. Je te prends un autre exemple. Ça t'a pas échappé. Juste, le joueur d'Aix-en-Provence, Rado. Ah, ça c'est le rugbyman. Oui, qui a eu des mots racistes. Voilà. 26 semaines. Bravo. En 10 jours. Ouais, c'est vrai. En football, les mecs se parlent dessus que dalle. Un match, deux matchs. Les présidents appellent, ils font grève et tout. Mais par rapport à ce que tu dis, le symbole, c'est le discours du président de Nice, juste après ce qui s'est passé. Tu peux pas dire ça. Après ce qui s'est passé. Non, mais il le sait. Et X jours après, tu dis tout ça vient de Payet et tout par rapport à ce qui s'est passé. C'est pas possible. Il le sait. Ah oui, peut-être. Mais à l'arrivée, ils ne voient jamais un peu l'intérêt général ou des choses comme ça. C'est à chaque fois leur petit intérêt à eux. C'est pas possible. J'ai juste un petit truc. Concernant les célébrations après un but, avez-vous passé des consignes à vos joueurs pour une plus grande sobriété, surtout lorsque vous jouez, on va dire, à l'extérieur? C'est une question que Michael Lefebvre, notre correspondant à Nice, a posée à Christophe Galtier. Regardez, on est vraiment dans le monde du foot. Christophe Galtier, on l'écoute. Depuis ce que nous avons vécu sur le Nice-Marseille, oui. On doit être exemplaire et faire en sorte de... évidemment qu'il y a eu ce match, mais il y a eu aussi la célébration, je sais où on va en venir, aussi la célébration d'Amine, qui est un jeune joueur. Je préfère qu'ils célèbrent leur but à l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur, pour éviter que les gens perçoivent mal la célébration. Il y a une question qui est sous-jacente. Pourquoi on vient au stade? En fait, pourquoi on vient? Si la célébration entraîne une petite moquerie et tout d'un coup que cette moquerie, ce soit comme une allumette, la qu'enflamme un truc de TNT, pourquoi vient-on au stade? Ça dépend qui. Non, mais là, c'est quand même. Là, on parle d'un groupe pas très restreint. La connerie, elle n'est pas restreinte. Galtier passe des consignes en disant quand vous fêtez. On chambre pas tout ça, sinon ça peut encore faire. Non, mais lui, il a peut-être en souvenir aussi la fameuse histoire de Fekir aussi à Saint-Étienne. Là, par exemple, je pense que ce jour-là. Non, mais oui, bien sûr. Oui, mais Fekir, quand il monte son maillot. Là, je trouve effectivement, dans un contexte aussi tendu que ce match-là, il faut savoir faire attention aussi et pas aller trop loin. C'est un peu périphérique, mais j'ai un ami qui a de la famille policier, qui travaille dans la police. Et les mecs lui racontent, ça vous prenez ça comme vous, mais que depuis la fin du confinement, ou depuis qu'ils libéralisent, ils ont beaucoup plus de difficultés en fait. Et il a essayé de me sensibiliser un peu sur le fait que les tribunes reflétaient avec une espèce de comment on pourrait dire, avec une soupape qui saute, avec quelque chose comme ça, et sans doute aussi. Évidemment, je décris. Voilà, mais en tout cas, parce que c'est quand même curieux, ça n'arrête pas. Il y a quand même des matchs qui doivent être arrêtés. Il y a quand même et on va se sensibiliser à ça. Moi, voilà. Et par rapport à ce que tu dis, Eric, ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on a l'impression que le stade, et pour aller dans ton sens, c'est devenu un endroit où il y a des choses autorisées, qu'on s'autorise des choses maintenant, qui sont interdites sur la voie publique, qui sont, parce qu'on est nombreux, parce qu'il y a une espèce de sentiment d'impunité, et il y a effectivement une impunité. Parce que si vous balancez des bouteilles, la semaine suivante, vous êtes au stade. On nous dit il y a des caméras, on va les identifier. Personne n'identifie personne. Et c'est ce que tu disais. Oui, moi j'attends de voir. À un moment donné, il va falloir... Et quand il y a des graves incidents dans un match Nice-OM, bon, la Ligue, elle est un point peut-être. Et donc, on fait rien. Et dans 10 ans, on sera encore là avec les mêmes problèmes.
qui auront empiré. Parce que ça va aussi au rythme de la société quand même, où il y a une sorte d'impunité aussi par ailleurs. Le gars qui a balancé sa bouteille de Montpellier, il n'était pas derrière les buts sur Rongier. Je suis même pas sûr que ce soit... c'est pas un hooligan, quoi, tu vois, c'est pas un truc, tu vois, voilà, ça devient naturel. Mais de toute manière, ça fait des années que les mecs qui lancent des bouteilles, à un moment, ils ne comprendraient pas, ils disent, ah bon, on n'a pas le droit de... C'est la première fois qu'ils touchent un Non, mais comme on fait jamais rien et que ça gêne personne... Payet est forfait. Demain contre Angers, Georges Sampaoli devra faire sans son Monsieur Plus. Payet absent car le meneur a une petite cuisse douloureuse. Alors est-ce une absence qui rebat les cartes pour cette rencontre dans la Bombonera angevine? À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Il y a un oui, un non. Le oui, c'est Grégory. Le non, c'est Hervé Penaud. Hervé, je laisse parler Grégory qui va une nouvelle fois, vous expliquer le football. Non, merci Greg. Attention à ce terrible anachronisme. Ah oui, je suis désolé. Terrible anachronisme. Non, Hervé Penaud. Oui, Grégory Schneider, compte Twitter de l'équipe du soir. Et maintenant, c'est le président. Là, à travers cette question, tu laisses entendre que ça rééquilibre beaucoup le match. Enfin, c'est un coup dur pour l'OM quand même. Non, c'est moins bien. Oui, ça. Ah bah moins bien. Oui, c'est un petit peu moins bien. Mais si ça rabat les cartes, c'est que c'est beaucoup moins bien. Voilà. Parce que je dis un petit peu moins bien, bon. Mais ça rebat, ça bouleverse pas. Voilà, ça rebat. C'est ça. Payet, il joue à Monaco? Non, parce qu'il ne joue pas. 2-0. Tu vois, ça n'a pas rebattu grand-chose, entre guillemets. Tu sais que quand je vais précisément à la Bombonera à Buenos Aires, ils appellent ça le Raymond Coppa buénosorien. Oui. Donc je comprends que tu appelles ça la Bombonera. Évidemment, voilà. évidemment. C'est une petite parenthèse. Mais tu perds un roi, mais tu as quand même un jeu. Un beau jeu. Voilà, tu as quand même un beau jeu. Donc c'est Grégory. Bah ça les rabat. C'est Hervé. Ça les rabat. C'est président, mais ça les rabat un petit peu. Et puis ce coup. C'est rebattre. C'est pas rabattre. Ça rabat rien du tout. Ça rebat. Non. On rebat les cartes. Non, moi on les rabat pas les cartes. Attention. Je veux dire que ça va pas changer fondamentalement les choses. C'est un petit moins. Mais on va perdre Hervé. Éric Blanc. Je l'annonce. Moi, à vrai dire, j'ai quand même pas tout suivi à fond les. Oui, t'es en vacances depuis 2 mois et demi, alors évidemment. Mais attention, on vous laisse du temps pour Angers a quand même quelques soucis en interne, a des soucis sportifs. Ils ont changé d'entraîneur, donc on va dire que ils étaient 3e du championnat. Ils sont pas mal Angers quand même. Non, mais aller à Angers, c'est pas non plus. À Nantes, c'est vrai que contre Nantes, c'est pas. Ils ont pris 4-1. Oui. Non, mais jusque-là, mais ils vont très bien sportivement, c'est pas mal. C'était vaincu avant de. Oui, mais quand on en rend 4-1. Non, mais après, contre la meilleure attaque du monde. Non, mais ils sont 4e de Ligue 1, tu sais que le Bayern Munich de Beckenbauer, grande équipe, a pris un 7-0 à domicile contre Duisbourg. Donc, je veux dire, il y a des fois un match comme ça qui bascule. Ouais, c'est la fête de la bière. Ouais, mais c'est pas la bonne musique pour la fête de la bière. Ils t'ont pas vu, mais moi je t'ai dit. C'est Guinguette, c'est les flonflons, c'est Didier Roustan. Oui, non, en fait, vous nous parlez d'Angers, mais c'est très bien de parler d'Angers. Rennes, ils jouaient pas, ils ont su gagner 2-0, trouver les solutions. Le jeune Harit, Nantes, Allemagne, il est revenu, il a marqué un but un peu chanceux, mais il peut jouer en faux avant-centre. Bien sûr que c'est mieux que Payet joue, il était éclatant. Ça redistribue pas pour moi. C'est comme Hervé alors. Oui, voilà. Mais le problème, c'est que le public sera contre nous. Mélisande alors. Pourquoi sûr? Le public sera contre. Et Mélisande, pour l'équipe, vous scrutez évidemment les matchs de l'Olympique de Marseille. Ça va se jouer au milieu de terrain. Il y a quand même l'œuvre de Sampaoli, mais à l'intérieur de ça, il y a quand même un bon génie sur le terrain. Non, mais évidemment. Il enlumine, il sort des choses. Contre Monaco, le génie était là. Non, il était. Non, mais d'accord. Non, mais contre Bordeaux, oui, contre Montpellier, oui. Évidemment que c'est un bon joueur. Un joueur fantastique et qui fait un très bon début de saison. Là-dessus, je ne changerai pas de discours, mais effectivement, moi je rejoins Hervé dans le sens où c'est un collectif l'OM cette saison. Et c'est une équipe qui se crée beaucoup d'occasions par différentes filières de jeu. C'est pas toujours les mêmes joueurs qui allument les étincelles. Alors évidemment, quand Payet est là, ça passe souvent par lui parce que c'est un joueur assez génial dans sa vision. Mais quand il n'est pas là, on a vu qu'ils étaient quand même capables de créer du danger, de frapper énormément au but, d'être présents dans la surface, parce que ça repose sur d'autres, pas uniquement sur lui. Ce qu'il y avait peut-être à l'époque Villas-Boas, où il y avait vraiment des circuits de jeu qui étaient identifiés sur Payet. Oui. Là, on sent qu'il y a beaucoup plus de variété, un travail sur les côtés, un travail sur les milieux, les relances. Quand vous voyez les matchs de Payet cette saison, à la fois dans le petit périmètre,
pour trouver un peu d'espace, à la fois sur des renversements de jeu lorsqu'il va trouver Under. Je trouve qu'il participe beaucoup avec son talent à l'alternance, en fait. Mais non, mais évidemment. Sur la philosophie, il cultive. Évidemment que Payet. On va se calmer, parce que là, j'ai l'impression de parler de l'un des trois plus grands joueurs de l'histoire. Non, c'est un des plus grands joueurs de Ligue 1. Payet, contre Bordeaux, quand ils s'en sortent plus, tu vois plus Payet aussi. Je suis d'accord que maintenant, avec toi, il y a différentes possibilités pour l'OM. C'est un très bon joueur, ils font un super match, mais là, vous me dites fantastique. Oui. À Monaco, ils font un super match. Ils font un super match à Monaco. Et Payet n'est pas là. Vous avez vu la stat qui est passée sur l'écran? Vous verrez que 5 matchs sans le Payet l'année dernière. Oui, l'année dernière, c'était pas cet OM-là. L'année dernière, c'était un OM, c'était une catastrophe. Vous verrez. C'est Sampaoli quand même. Vous verrez. Oui, mais il arrivait, il cherchait. Vous verrez que Dieng ne va pas marquer toutes les semaines, Carrit aura des difficultés. Bien sûr. Vous verrez ça. Mais tu verras que Payet, il ne fera pas des matchs fantastiques chaque match. Voilà. Hervé Penaud, 64. Je n'aurais pas cru. Je n'aurais pas cru. C'est bien, on marque un point. Égalité pour l'instant avec Mélisande Gomez. 2 fuyards sont sortis du peloton de l'équipe du soir. Mélisande Gomez et Hervé Penaud. Le JT Express, les infos par Virginie Saint-Silly. On va commencer par quoi, Virginie? Par les Bleus de Corinne-Diacre. C'est ça, qui affrontaient la Slovénie dans leur groupe de qualification à la prochaine Coupe du Monde. Elles ont gagné, mais dans la douleur. Surprise dès la 20e minute sur un contre. Elles encaissent un but de la joueuse Prasnikar qui marque d'un petit piqué. C'est Marie-Antoinette Katoto qui va leur permettre de recoller au score, puis de passer devant avec d'abord une tête à la 28e à la récupération d'un coup franc de Majri, puis une autre à la 60e servie par Baltimore. Chaque équipe transformera ensuite un pénalty en fin de match. Victoire française, 3-2. La chaîne d'équipe, c'est aussi la Ligue 2. On va commencer donc. Il y avait un soir de Ligue 2 et un multiplex ce soir. La victoire du leader Toulouse à Dunkerque. C'est le défenseur de 26 ans, Mickaël Dessler, qui a lancé les hostilités côté toulousain à la récupération d'un centre, vous allez voir, mal dégagé par Dunkerque. Le Gallois Rhys Hillé va ensuite doubler la mise. Ça fera 2-0 pour Toulouse face à Dunkerque. Et puis le Paris FC l'emporte aussi sur les mêmes scores avec l'ouverture du Guinéen Ousmane Kanté sur un centre, puis cafouillage, puis contrôle, puis frappe. Le deuxième buteur sera Warren Kadi. Petit zoom à présent sur Caen-Dijon parce que Stéphane Moulin, l'entraîneur canet, a poussé un petit coup de gueule après sa défaite 1-0 et puis surtout le but qui n'a pas été accordé à son équipe alors que le ballon franchit bel et bien la ligne. J'ai un gros sentiment d'injustice, a-t-il dit, parce que les images parlent d'elles-mêmes. Si on a un tout petit pouvoir en tant que coach, j'aimerais demander à la LFP qu'ils instaurent la VAR. On fait le même métier que les coachs de Ligue 1. S'il y avait la VAR, on aurait gagné. Petite précision, il a pris un carton rouge pour contestation à la fin de cette rencontre. La VAR ou la goal line, quoi. Là, enfin, il dit la VAR, oui, le VAR ou la VAR, mais... Mais c'est Moula qui s'est trompé, c'est la goal line en fait qui réclame. Enfin, je pense. La goal line qui est une très bonne chose, contrairement au VAR. Non, les deux sont de très bonnes choses. Non. On va pas faire un... Il se plaignait de pénalty. Excusez-moi, il se plaignait de pénalty non sifflé en plus. Donc là, c'est le VAR. Oui, mais nous, on voit les images. Sachant que la VAR et les pénaltys, depuis dimanche, on n'a pas attendu sur dimanche. Et quand Turpin avantageait Lyon contre le PSG, on n'a pas attendu non plus. Bon, il s'est planté manifestement, quoi. Je veux dire, voilà. Bon. La petite différence, c'est que là, il y avait le VAR derrière pour pouvoir juger. Oui. C'était plus facile, effectivement, pour Lyon, sans la VAR, d'obtenir pas mal de pénaltys à une époque. En Liga, l'Atlético Madrid s'est fait peur face à Getafe. Victoire sur le fil, 2-1, avec l'ouverture de Getafe à la 45e sur un but gag. Et côté Barça, après le nul d'hier face à Grenade, Virginie voulait rajouter quelque chose? Le club s'active pour remplacer Koeman. C'est en tout cas ce qu'affirme la presse espagnole qui met en avant 2 cibles prioritaires. Xavi d'un côté, Roberto Martinez de l'autre. D'autres noms circulent aussi, comme Philippe Cocu, l'ancien milieu barcelonais, Antonio Conte libre depuis son départ de l'Inter, Andrea Pirlo ou encore Erik ten Hag, le coach de l'Ajax Amsterdam, qui d'ailleurs l'a emporté 5-0 ce soir face à Sittard dans le championnat néerlandais. Je crois que Roberto Moreno, l'ancien coach de Monaco qui officie à Grenade, a même offert ses services. Toujours élégant. La Serie A, l'Inter affrontait la Fiorentina ce soir. 3-1 pour l'Inter, à 23e minute. On va voir les buts sur la gauche. Gonzalez passe du classement en attendant évidemment les matchs de Naples et du Milan AC.
On continue ce tour d'Europe en ballon avec de la League Cup, c'est en Angleterre. Du côté de Manchester City, ça donnait quoi, Virginie? Il y a eu de très beaux buts, mais vous allez voir, avec Foden qui lance De Bruyne dans la profondeur. Le premier but est sur corner, repris de la tête par le Belge Origi et la belle frappe de Takumi Minamino. À la conclusion, au final, ça fera 3-0 pour les Reds. City qui bat Wycombe et Liverpool qui bat Norwich. En tennis, à présent, Andy Murray est à l'Open de Moselle. C'est à Metz que ça se passe et a fait tomber le régional de l'étape, Hugo Humbert. Oui, la légende est venue à bout du héros local après un match accroché quand même où le Français arrache le premier set avant de s'incliner malheureusement sur les deux autres, 6-3, 6-2. De quoi doucher l'enthousiasme du public messin qui avait fait le déplacement pour l'enfant du pays. Le Britannique fera face à Vasek Pospisil au prochain tour. Ce sera ce mercredi. Terminons le journal brillantissime par un peu de NFL, Virginie. Et beaucoup de touchdowns du côté des Green Bay Packers qui ont corrigé Détroit la nuit dernière. Pour la deuxième journée, 4 pour le quarterback Aaron Rodgers qui a complété 22 de ses 27 passes. Mention spéciale aussi pour Aaron Jones et le tight end Robert Tonyan. Score final 35-17. Les stats sont plus discrètes en face, mais le running back André Swift, vous allez voir, a réalisé une action assez spectaculaire. Il a sauté au-dessus de Kevin King, le cornerback des Packers. C'est la technique du Rico Blanco de la Plata. À ne pas tenter chez vous. Des petites actions comme ça. Ce qui est formidable avec le sport américain d'une manière générale, c'est que tu vois le maillot, la tenue, la région, tout ça, le vert, tout ça et tout, des Green Bay Packers, il y a 50 ans, c'est le même. C'est le même. Tu vois, il n'y a pas le deuxième maillot, il vient tout noir, le troisième, il est trucs, tu vois, j'adore. C'est l'histoire du club qui est respectée. Évidemment. Et les Green Bay Packers ont un point commun avec le maillot d'Amiens, qu'on fait gagner ce soir. C'est quoi le point commun, Mémé? Il y a du blanc. Et pourtant, les Américains... Allez, on retrouve dans le polo et on choisit son chroniqueur. Mais il y a des choses qu'on ne touche pas. Tu vois, on ne touche pas. C'est sacré. C'est sacré. C'est bien fait. D'Amiens, il y a 50 ans, il était comme ça. Virginie, on vous retrouve un peu plus tard. Oui, pas de soucis. 3, retour sur la 7e journée qui se dispute demain. On parle de Lyon à présent, après un match perdu mais réussi pour l'OL dimanche au Parc. Demain, l'OL affronte non pas une grosse cylindrée, le Paris Saint-Germain, mais le promu troyen. Question à Peter Bosz en conférence de presse. Y a-t-il un risque de déconcentration après avoir joué un grand match à Paris? Écoutez le coach de l'Olympique Lyonnais. Oui, mais Jacques, il ne faut pas accepter. Pas du tout. Parce que je comprends, quand tu joues des grands matchs, tu es un peu nerveux et tu es peut-être plus concentré, mais je n'accepte pas parce que tout de suite après le match contre Paris Saint-Germain, dans le vestiaire, j'ai déjà parlé le match de 3, qui est pour nous maintenant le plus important du saison. Je n'accepterai pas qu'on se relâche. Y a-t-il un risque de relâchement pour l'Olympique Lyonnais? Habillage à la lyonnaise. Didier, je donne la parole à votre Premier ministre. Pourquoi pas de relâchement? Les supporters lyonnais vous écoutent, mon cher Rico. Parce que le coach, il a une tête de CRS. Il plaisante pas. Un coach qui fait peur. Un coach qui fait peur. Non, mais après, vous allez me dire, le foot, c'est le foot, mais c'est une réalité. En tout cas, il veut toujours de l'intensité, mais la pression, il est jamais content. Il analyse quand même. Il est très honnête, je trouve, sur son football. Parce qu'en début de saison, il parlait beaucoup d'intensité, de vitesse. C'est pas ce que je voyais. Ouais. Il avait du mal à mettre en place. Il y avait de la générosité, mais c'était pas ça. Ouais. Et moi, j'étais déçu parce que je l'ai suivi quand même, cet entraîneur, et je trouvais qu'il avait une patte dans les clubs où il est passé, sa culture hollandaise, etc. Et là, il me semble que je commence à voir certaines choses, des principes de jeu. L'équipe se met en mouvement. Donc, là, il joue quand même de mémoire les Troyens. Oui. Ils sont morts sur la plage, rappelez-vous, il y a très longtemps. Merci, un peu d'antiquité. Donc, je ne les vois pas chez eux, parce qu'il faut qu'ils remontent. Ils ont 8 points. Ils sont au milieu du championnat. Il faut qu'il y ait un pétard au cul et qui remonte vers le haut. Donc je ne crois pas au relâchement avec ce... Eric, vous ne connaissez pas la grande histoire actuelle, contemporaine de l'Olympique Lyonnais. Hervé était au bord de nous le dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est marrant, il a déjà vu tout le film, Peter Bosz. Il dit demain, ils vont se relâcher et je leur mets une ronflée dans la foulée. Donc on a déjà tout déroulé. Non, mais on lui pose la question. Non, mais je vais faire mine de voler. Mais là, c'est ça qu'il va dire. Il dit oui, parce que alors là, le match du mercredi en plus, alors et ensuite, je vais leur mettre une ronflée. Donc on a déjà tout le film, donc on est déjà à l'approche du prochain week-end. Tandis que moi, j'anticipe moins que Greg.
parce que je ne sais pas s'ils se relâcheront pas. En revanche, la question est s'il y avait un risque. Le fait même qu'à la fin du match, la première chose qu'il a fait dans le vestiaire, c'est ce qu'il dit, hein. Oui, et c'est la vérité. Ouais. On m'a dit que ça a été tout de suite. Mais attendez, 3, faut pas, etc. Paris, ça y est, on avait déjà oublié. Donc lui, il se dit, il a analysé la saison dernière, les dernières saisons, pas que la saison dernière. Effectivement, parfois, il y avait des difficultés à réenclencher. Oui, mais il y a une différence quand même et ce sera pas le même match entre les deux entraîneurs d'avant et lui par rapport à certaines choses. Et au niveau du contenu, vous attendez la même chose. Les joueurs, tu sentais qu'ils avaient une forme de pouvoir et tout, et lui, il va pas faire de cadeau, peut-être de CRS ou pas. Tu vois. Et au niveau du contenu, est-ce que vous attendez... Oui, mais la dernière, Garcia, c'était pareil. Garcia, je vais tenter de lancer Et au niveau du contenu, était en train de vous dire, vous attendez la même production contre 3 demain que contre Paris dimanche. Ah non, pas la même production. Écoutez, Maître Bosch. Contre Paris Saint-Germain, c'était le premier match qu'on a eu moins le ballon comme l'adversaire. C'était la première fois. Donc, jusque-là, tous les matchs qu'on a joués, on a plus le ballon que l'adversaire. Et ça, c'est un jeu différent. À mon avis, c'est plus facile de jouer contre le ballon et faire une organisation très précise. Quand tu as plus le ballon, tu joues plus haut, tu donnes plus d'espace à l'adversaire. Et là, il faut être très, très bien organisé. Parce que quand tu perds le ballon, et toutes les équipes, il faut perdre les ballons. Il faut être très bien organisé. Donc, aussi contre toi, on verra un match complètement différent comme contre Paris Saint-Germain. Il a raison. C'est pas une question de relâchement, c'est une question peut-être que Lyon est plus à l'aise. Il y a ce risque, mais j'adore en conférence de presse. Il est bon, hein. Oui, il est passionnant. Fois, il est très méthodique et passionnant et pédago. Ouais. Mais c'est pas une question de relâchement, c'est une question d'opposition. Ça, il a raison. Ça, il a raison. Alors, on parlait du relâchement qui peut exister, c'est une chose, mais l'opposition est différente. C'est pour ça que vous n'aurez pas le même match. Mais rappelons-nous, l'année dernière, ils avaient quand même gagné au Parc des Princes. Et ils avaient après lâché des points contre Brest, non? Dans la foulée. Donc ça veut dire qu'ils avaient été capables de gagner au Parc. Là, ils ont perdu au Parc, dans des conditions un peu particulières, mais ils ont perdu. Oui. Donc il y a toujours la pause. Parce que la difficulté à jouer contre une équipe qui va jouer très regroupée, c'est évidemment, surtout dans son style de jeu, c'est qu'il faut jouer haut, la récupération rapide, et quand ça part dans le dos, il faut être... Non, mais ça, c'est autre chose, Hervé. Ils perdront peut-être contre 3. Ça sera un match différent, c'est clair, et il vient d'expliquer pourquoi, on l'a bien compris. Mais... je pense que s'il y a une contre-performance, ça ne sera pas dû au fait qu'il y ait des joueurs qui soient un petit peu ailleurs, qui ne font pas l'effort pour l'autre, ou des choses comme ça. On sait très bien, les joueurs lyonnais, il n'y en a aucun que tu as dû motiver avant le match contre le PSG dimanche. Non. Ils ont ça dans le sang, les mecs. Non, mais c'est un autre club. Lyon, un autre club. Tu joues dimanche. T'as Neymar, t'as Messi, surtout Lyon en plus, qui a ce truc-là. Ouais. Du gros match et du gros. Et donc, contre 3, c'est pour le moins évident les connaissants quand même. La petite chose, c'est que t'as 3 mecs qui viennent de gros clubs aujourd'hui. Parce que là, sur le recrutement, il ne faut pas l'oublier. Vous avez pris Boateng qui vient du Bayern Munich, Chelsea pour Emerson et Liverpool pour Shaqiri. Qu'on le veuille ou non, c'est des gars qui sont habitués à gagner tous les matchs. Enfin, à essayer de gagner tous les matchs. Donc au niveau de l'exigence, c'est là. Donc si, alors, plus tu as des Paqueta, des Bruno Guimaraes, Toko Ekambi, etc., qui sont un peu dans ce moule-là, je pense que c'est quand même plus simple de Toko Ekambi, ah oui. Toko Ekambi. Oui, c'est un mec assez guerrier. Ouais. Non, mais il faut arrêter un peu de parler sans arrêt de l'histoire du passé de Lyon. On en parle trop. Oui, c'est nos références. Bon, mes petits, et dans quelques minutes, nous survolerons très rapidement la Ligue 1 Express, puisque demain, la 7e journée se dispute en intégralité. 5 matchs à 19h, 5 matchs à 21h. Allez, à tout de suite. Dernière partie de l'équipe du soir en Express. Tout de suite, la Ligue 1 Express. La 7e journée continue demain. Quelques informations et des commentaires. Virginie, quel téléspectateur qui joue pour qui, en fait? Voilà. Didier joue pour Aurélie Perrier, Mélisande joue pour Thomas Blondel, Eric joue pour Stéphane Day, Grégory pour Yoga et enfin Hervé pour Baptiste Delélis. Baptiste, nous sommes le 21... Le score, c'est quoi? Hervé Penaud, carton rouge. J'ai le droit de donner. Non. J'ai pas le droit de donner. Nous sommes, écoutez bien, le 21 septembre et c'est une très grande journée pour le sport français. Que s'est-il passé ce jour-là? Attendez. Cerdan est devenu champion du monde de boxe. Tabarly a gagné la Transat anglaise. Cerdan. Ballon d'or. Cerdan, 21. Cerdan. Bonne réponse d'Hervé Penaud. Et nous, alors, on avait dit Cerdan aussi. Non, oui, alors. C'est le premier qui les gagne. Ah ouais. Son titre mondial. Attendez. Son titre mondial, c'est quelle année? 49.
Alors, je vous donne 47. 47, c'est pris. 49, 47. 50, c'est pris. 48. Il vous reste 48 et il vous reste 52. 52, 48. Bonne réponse de Mélisande Gomez. Je suis désolé. Pouvez-vous me donner le nom de son adversaire? Tonizel. Tout de suite. Ah, c'est Didier Roustan, me dit maintenant. Tout de suite, je disais. Mais là aussi, je l'ai dit tout de suite. Et j'ai une voix qui porte. J'ai pas la voix de Patrick Jouvet. En 49, Cerdan meurt dans un crash d'avion aux Açores. Le boxeur devait se rendre aux États-Unis pour y affronter quelle légende de la boxe? La Mota. La Mota, oui. La Mota, putain. À l'époque, les boxeurs boxaient beaucoup. Combien de combats a fait Marcel Cerdan dans sa carrière? C'est plus de 100, mes petits, je vous donne un indice. Plus de 100. 123. C'est énorme. 120. Combien? 101. 101. 123. 116. 116. 112. 112. 124. 124. C'est Grégory qui gagne. 101, c'était 110. Point pour Grégory Schneider. Ça se joue entre Mélisande Gomez et Hervé Penaud. 5 points. C'était des milliers. Combien de défaites sur 110 combats pour Marcel Cerdan? Attention, c'est un petit chiffre. À vous de jouer. Mélisande et Hervé. C'est à vous de jouer. Vas-y, Hervé. Dégaine. Hervé. Allez, on dégaine. Non, Hervé, vas-y. Allez, vite. 4. Vite. 3. 3. Il y a un tout pile, mes petits. C'est 4. C'est 3. Et c'est 4. Yes. On n'avait pas le droit de perdre sur Marcel Cerdan. Bravo, mes petits. Super, j'ai dit 40. On vous embrasse à demain. Demain, c'est Ligue 1. On sera là. Ciao.